Alors bonjour Jackie. Oui. Donc en réponse à la problématique que tu avais posée en début de ton propos, je vais essayer de faire dévier un peu notre approche sur un aspect plus anthropologique que philosophique. Et donc je m'en excuse en amont, espérant que quelque part les deux approches soient complémentaires, et ce serait le but de notre intervention commune. Donc je vais revenir dans un premier temps sur une définition relativement simple, voire simpliste, de la démocratie. La démocratie, étymologiquement, est un gouvernement où le peuple exerce la souveraineté. Je vais donc prendre les deux concepts qui m'intéressent ici, c'est-à-dire celui de peuple et celui de souveraineté. Vous verrez, à la suite de mon petit discours, que le mot peuple est un concept difficile à cerner, polysémique, et celui de souveraineté, vous verrez que je le développe à partir d'une activité qui est l'activité de guerre. Donc, comme je l'ai dit précédemment, le mot peuple est un mot qui a une polysémie certaine. Je vais donner quelques exemples qui permettent d'appréhender la difficulté de ce concept de peuple. Parce que, effectivement, avant de savoir ce qu'exerce le peuple, d'après la définition, il faudrait être d'accord, ou au moins bien accepter le concept du mot peuple. Par exemple, si je dis les peuples de l'Océanie, là j'ai une vision totalement ethnique du mot peuple. Si je dis les Francs, là j'ai une vision plus spatiale, située sur une partie de l'Europe, et plus politique, avec un système donc politique propre aux Francs que j'évoquerai plus tard. Si je dis les Français, alors là, j'ai une vision plus étatique et plus politique, qui fait référence donc à la définition du territoire français actuel, et politique, eh bien, à la Ve République, qui est celle que nous connaissons de nos jours. Donc la question que je pose, c'est en quoi les groupes humains, qu'on appellera entre guillemets primitifs, sont-ils d'abord des peuples, et en quoi leur organisation socio-politique entretient des liens plus ou moins étroits avec la démocratie. Je voudrais en amont revenir à la notion d'État telle que l'a définie un sociologue, anthropologue français, Alain Testart. Alain Testart explique que pour qu'il y ait un État qui existe, réel, il faut que la violence institutionnelle, celle qui est organisée par la police, par certains corps comme la police, comme l'armée, soit la seule qui existe sur le territoire donné. Cela signifie en corollaire que l'individu abandonne sa violence personnelle au profit de ces organismes institutionnels que seraient l'armée et la police. A contrario, il appartient à l'État d'assurer la protection individuelle de chaque individu. On pourrait faire un recours à ce niveau-là à Rousseau et à son contrat social. Très bien. À quel moment donc de l'histoire l'État apparaît-il? Eh bien, si on fait encore une référence aux travaux d'Alain Testart, dans ces sociétés qu'il appelle pré-étatiques, c'est-à-dire dans laquelle il n'existe pas l'État tel qu'il l'a défini, on pourrait trouver trois formes de sociétés pré-étatiques. La première, qui est certainement la plus ancienne et qui correspond à celle des chasseurs-cueilleurs, donc qui remonte au temps préhistorique, certes, mais qui encore de nos jours existe dans certaines zones du globe. Et ces sociétés-là ne présentent pas
une structure formelle de l'autorité, c'est-à-dire que le chef, en particulier, si je reviens sur la violence, n'a aucun pouvoir de contrainte sur les individus. Il ne tient pas son pouvoir de sa fonction de chef. Au mieux est-il un individu qui chasse mieux, qui connaît certaines techniques que les autres ignorent, qui présente une certaine sagesse. Ça, c'est le premier type de société pré-étatique. On voit bien que dans ce type de société, le peuple, au sens où nous l'avons défini, n'existe pas. Le deuxième type de société pré-étatique, c'est celle qu'on appellerait les sociétés de lignage ou sociétés qui font référence à un ancêtre commun. Il existe dans ces sociétés-là un totem et la personne la plus âgée, en général, devient le chef et il est le représentant de ce totem. Dans ces sociétés pré-étatiques, toujours, les membres restent responsables des dettes qui ont été engagées communément. Et donc on voit que là, quelque part, il y a au moins une situation qui fédère les gens, c'est cet engagement de responsabilité au niveau des dettes communes. Les troisièmes sociétés pré-étatiques pour lesquelles Testard emploie le terme de démocratie primitive, on va se référer aux travaux de Morgan sur les Iroquois en 1985. Dans ces sociétés primitives, qui sont déjà donc des pré-démocraties, ou peut-être des démocraties même, il existe une assemblée populaire qui est souveraine pour décider de la guerre. Le chef, lui, est chargé seulement de faire la guerre, mais avec ses moyens propres. La guerre serait donc, dans ce cas de figure, officielle dans la décision, mais privée dans la réalisation. Le chef, dans ce cas-là, qui n'a pas les moyens de décider de faire la guerre, mais seulement de la réaliser, doit la réaliser sur ses moyens propres. Donc, les dépenses sont entièrement à sa charge. À lui de convaincre les autres de le suivre sur le sentier de la guerre, à lui de leur faire miroiter un tribut quelconque, et au cas où il ne réussirait pas dans cette situation, il se trouverait avec une armée à effectifs réduits et à moyens faibles. Dans ce type de société, on peut proposer les francs qui, en particulier, fonctionnaient avec ce type de société pré-démocratique. Et là, on comprend, dans un exemple dans notre histoire nationale, le cas de Vercingétorix, qui ne réussit pas à soulever et à convaincre suffisamment les autres tribus gauloises pour mener une guerre entre guillemets nationale, au moins globale, contre Jules César et l'armée romaine. Donc toutes ces sociétés sont de fait sans État et elles ne correspondent pas à la définition d'Alain Testard. Seule la troisième, dite démocratie primitive, s'approcherait de quelque chose qui serait une situation pré-étatique et dans laquelle il existerait une assemblée, donc qui regrouperait le peuple, mais cette assemblée n'étant seulement consultée que pour la situation de guerre. Voici pour les sociétés pré-démocratiques. Si on va aux sources maintenant, on remonte aux sources de la démocratie telle que nous l'entendons nous, il faut bien sûr faire référence à la démocratie athénienne du 5e siècle, la démocratie dite de Périclès. Dans cette Athènes du 5e siècle, la démocratie s'ancre d'abord sur un territoire borné qui est celui de l'Attique, dans lequel il y a une ville qui est Athènes et son territoire plus ou moins étendu. Il existe au moins trois catégories de personnes, vivant dans la cité,
Les premiers sont les citoyens, la seconde sont les métèques, c'est-à-dire les étrangers, les esclaves, et enfin les femmes et les enfants. Seuls les citoyens participent à la vie de la cité. Les métèques, donc les étrangers, les esclaves, les femmes et les enfants, eux, sont exclus de cette vie citoyenne. Et la démocratie athénienne impose quelques points forts pour devenir un citoyen. Être un homme, être âgé de plus de 18 ans, avoir une descendance athénienne, être propriétaire de biens, payer l'impôt, avoir fait un service militaire qui était équivalent à 2 ans, et vous voyez que dans ce statut du citoyen athénien, effectivement, la guerre fait partie des attributions du citoyen, et non pas des non-citoyens. Cette population représente en fait un quart de la cité, ce qui exclut les 3/4 de la population habitant dans la cité du statut de citoyen et de participation à la vie démocratique. Donc, parmi ces citoyens, on voit apparaître 2 assemblées. La première qui regroupe tous les citoyens, qui impose la présence de tous les citoyens, en fait, s'appelle l'Ecclésia. À elle revient le rôle d'élaborer les lois. La deuxième, qu'on appelle le Conseil des Anciens, qui compte 500 individus, exécute les décisions de l'Ecclésia. L'Ecclésia, chaque année, élit des personnages qui sont chargés de diriger la cité et qui commandent, encore une fois la guerre d'ailleurs, qui commandent l'armée. On compte ainsi 9 archontes et 10 stratèges. À côté de ce pouvoir législatif et de ce pouvoir exécutif, il existe également un pouvoir judiciaire qui sont attribués à 2 assemblées, l'aéropage et les liers. En conclusion de tout ce que je viens d'exposer, on voit effectivement que, au fil de l'histoire, la démocratie est en marche. Imparfaite, certes, car elle exclut, mais prometteuse déjà, car dans la cité d'Athènes, dans la démocratie athénienne, les 3 pouvoirs, le juridique, l'exécutif et le législatif, sont déjà séparés. Et on retrouve ce qui certainement influera sur Montesquieu dans son Esprit des lois en 1748, où il formalisera vraiment cette séparation des 3 pouvoirs. Ce petit regard en arrière, très en arrière des fois, pour voir un peu, en pointant ce qu'est devenu aujourd'hui notre démocratie, ce qui a le plus changé. Bien, on s'aperçoit que d'abord, elle s'est ouverte à de plus en plus d'individus, avec de moins en moins de contraintes de sexe, d'impôts ou de services militaires. Elle a tenté de séparer les pouvoirs, elle n'y a pas toujours réussi. Enfin, le fait que la démocratie s'ouvre à tous implique comme corollaire que les citoyens participent à l'action, participent à cette démocratie. Sommes-nous prêts à nous investir pour le bien de tous, ou alors à l'imposer? Je me permettrai de rappeler que l'Ecclésia avait voté une prime pour que les citoyens assistent à ces séances, car certains pensaient déjà qu'une journée de travail pouvait être plus rentable qu'une journée pour assister aux séances de l'Ecclésia. Merci.